Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. On va continuer le cours du macroéconomique et on va passer au deuxième chapitre qui va porter sur l'approche keynésienne. Donc on a des pour ceci de simplification. Donc on va étudier uniquement l'approche classique, néoclassique et l'approche keynésienne. Jusqu'à maintenant, on a étudié l'approche classique qui repose sur l'idée selon laquelle les prix sont flexibles et ils ont un pouvoir régulateur du marché. Maintenant, on va voir l'équilibre macroéconomique avec des prix rigides, c'est-à-dire avec l'approche keynésienne. Contrairement à l'hypothèse de la flexibilité parfaite des prix, donc c'est l'hypothèse des néoclassiques, c'est un mécanisme, la flexibilité parfaite des prix, c'est un mécanisme devant aboutir à l'équilibre du marché, donc qui aboutit à un équilibre du marché. L'approche keynésienne postule que les prix sont plutôt rigides, donc les prix sont rigides, c'est tout à fait différent de l'approche classique, néoclassique. De ce fait, les ajustements se font par les quantités produites et l'emploi surtout. Donc les ajustements dans l'approche classique néoclassique se fait par les fluctuations de prix, c'est-à-dire l'offre et la demande. La rencontre de l'offre et la demande va déterminer le prix d'équilibre dans le marché. Mais ici, pour Keynes, les ajustements ne se font pas par les fluctuations des prix, mais à travers la quantité de production et la quantité de l'emploi surtout. Nous pouvons compter sur le mécanisme autorégulateur des prix. Donc, selon Keynes, on ne peut pas compter, on ne peut pas se fier au mécanisme autorégulateur des prix qui assure l'équilibre automatique du marché. Donc ça, c'est selon l'approche néoclassique. Les agents prennent leurs décisions sur la base de la demande anticipée pour les biens et les facteurs qu'ils vont offrir. Ici, nous avons un concept qui est nouveau, qui est très déterminant, qui est focal dans l'approche keynésienne, c'est la demande anticipée, ce qu'on appelle la demande effective, qui apparaît donc comme la locomotive de l'activité économique. Donc la locomotive de l'économie économique, ce qui mobilise l'activité économique, ce qui joue sur l'activité économique, c'est ce qu'on appelle la demande effective ou l'anticipation des agents économiques. Ce sera l'objet de la section numéro 2. C'est cette demande qui détermine le niveau d'équilibre sur le marché des biens et services. Donc, cette demande anticipée va jouer sur la demande, va jouer sur l'équilibre des marchés des biens et de services. Ce sera l'objet de la troisième section. En déterminant l'investissement, le taux d'intérêt assure l'articulation entre le marché des biens et services et le marché du monétaire. Donc le taux de service le taux d'intérêt va jouer sur le marché des biens et services et sur le marché monétaire, et cela va faire l'objet de la quatrième section. Enfin, le niveau de la richesse créée, c'est-à-dire le PIB, c'est un agrégat économique, détermine le niveau de l'emploi sur le marché du travail. Donc, le PIB a un rôle très important dans le marché du travail. Donc, soit si le PIB augmente, l'offre dans le marché du travail ou la demande du travail va augmenter, et cela va être ou sera traité dans la cinquième section. Mais avant d'étudier cet enchaînement, un détour sur la notion de circuit économique s'impose. C'est-à-dire, on va commencer dans la section numéro 1 par par étudier la notion du circuit économique. Donc, on va commencer par la notion de circuit économique. Donc, le circuit économique est la mesure de l'activité économique. Donc le circuit économique est la mesure de l'activité économique. L'économie nationale est un ensemble de relations plus ou moins complexes entre les institutions et les agents qui effectuent des opérations de production, d'investissement, de financement, etc.
Donc, ce sont les agents qui font, qui effectuent les opérations de production, parce que la production est faite par un agent qui est très important, un agent économique qui sont les entreprises. L'investissement, ce sont les entreprises qui font des investissements. Et nous avons le financement qui est assuré par ce qu'on appelle les institutions financières, etc. Nous avons là l'opération, par exemple, de la consommation qui est assurée par les ménages. Donc l'économie nationale, c'est un ensemble de relations. Donc dans une économie, il y a des relations qui sont plus ou moins complexes, hein, parce que généralement, ce sont des relations qui sont complexes. La comptabilité nationale est issue des travaux de Keynes, parce que c'est Keynes qui insiste beaucoup sur la comptabilité nationale, parce que la comptabilité nationale va décrire de façon détaillée l'économie ou l'activité économique d'un pays. Donc la comptabilité nationale, ici des travaux de Keynes, représente une étape décisive dans la mesure de l'activité économique. Donc pour mesurer l'activité économique d'un pays, donc il faut revenir à la comptabilité nationale de ce pays. Elle constitue, c'est-à-dire la comptabilité nationale, elle constitue une représentation concrète des différentes opérations qui ont lieu entre les différents agents économiques. Donc, que fait la comptabilité nationale? La comptabilité nationale va représenter, va décrire de façon concrète, de façon détaillée, toutes les opérations qui ont eu lieu entre les différents agents dans une économie. La représentation de cette réalité économique est faite en termes de circuit économique. Donc, il faut suivre le circuit économique, c'est-à-dire les opérations faites par les entreprises, les opérations faites par les consommateurs, les opérations faites par les agents financiers ou les institutions financières, etc. Donc, numéro 1. Donc, on va étudier le circuit économique qui conduit à définir et à mesurer des agrégats. Donc, la comptabilité nationale va nous permettre de mesurer des agrégats, c'est-à-dire des grandeurs. Qu'est-ce que ça veut dire un agrégat? C'est un grandeur synthétique représentatif de la production. Donc, c'est un agrégat qui représente la production. Donc, c'est une synthèse représentative de la production, des échanges et des revenus des agents économiques pendant une période de temps déterminée. Donc, les agrégats vont faire une synthèse de tous les échanges, de la production et des revenus de tous les agents économiques dans une économie, mais pendant une période déterminée. Généralement, on va prendre une année, c'est-à-dire une année comptable. Circuit économique. Donc, c'est quoi un circuit économique? Donc, on va étudier un modèle simplifié. Donc, on va étudier le modèle le plus simplifié, c'est-à-dire un modèle composé de deux agents économiques. Dans sa représentation la plus simple, le circuit décrit les relations bilatérales s'établissant entre les entreprises et les ménages. On va étudier un circuit économique composé de deux agents économiques, à savoir les entreprises et les ménages. Donc, on va étudier les relations bilatérales, c'est-à-dire les relations entre ces deux agents économiques qui sont les entreprises et les ménages. Les entreprises produisent des biens et services. Donc, quelle est la fonction des entreprises? Quel est le rôle des entreprises dans une économie? Donc, c'est la production. Donc, les entreprises produisent des biens et services, alors que la fonction des ménages, c'est la consommation. Donc, les produits et les biens et les services, c'est un flux réel, moyennant des services productifs qu'ils achètent auprès des ménages. Donc, pour produire ces biens et services, les entreprises achètent auprès des ménages des services productifs, à savoir le travail, le capital, etc. Ceux-ci perçoivent, c'est-à-dire les ménages perçoivent, c'est-à-dire ils reçoivent en contrepartie des revenus, des flux monétaires. Donc les revenus, c'est un flux monétaire, alors que les biens et services, ce sont des flux réels. Donc, mais le flux monétaire que le ménage reçoive, c'est-à-dire ses revenus, ils vont les utiliser pour acheter les biens et services produits
par les entreprises. Donc ces entreprises vont produire des biens et services, vont donner des revenus aux ménages et les ménages vont vont employer ces revenus pour acheter ces biens produits par les entreprises. Nous avons ici un schéma. On va prendre par exemple comme exemple un revenu de 1000 dirhams et la production de 1000 dirhams et on va voir qu'est-ce que ça va se réaliser. On va prendre les entreprises, on va prendre le cercle intérieur, la boucle intérieure. Donc on va voir que les ménages vont vendre des services productifs sur un marché des facteurs, c'est-à-dire les facteurs de production, à savoir le travail et le capital aux entreprises. Et les entreprises vont vendre dans un marché des biens et services qui seront achetés par les ménages. Alors que les entreprises vont mettre à la disposition des ménages une production de valeur, par exemple 1000. Donc, les entreprises vont produire et vont aller dans un marché et vendre les biens et les services. Les biens et services seront consommés par les ménages. Les ménages vont dépenser comme consommation 1000 dirhams, c'est-à-dire la totalité des revenus, ça sera dépensé, ça sera consommé pour acheter des biens et services. Donc là, les entreprises vont produire 1000 dirhams, les ménages vont consommer 1000 dirhams et le revenu dépensé ou donné par les entreprises aux ménages monte à 1000 dirhams. Donc on voit donc apparaître sur cette figure une boucle intérieure. Donc nous avons ici deux boucles, la boucle intérieure qui décrit les transferts des ressources réelles. Donc si on revient à la boucle intérieure, donc c'est le transfert du flux réel, c'est-à-dire la production, c'est-à-dire les biens et les services, qui décrit, on a dit, les transferts de ressources réelles, c'est-à-dire flux réels, entre les agents économiques, qui sont ici les entreprises et les ménages, et une boucle extérieure, elle, qui décrit les flux monétaires correspondants. Donc, la boucle extérieure, il décrit les flux monétaires, c'est-à-dire les revenus, le capital. Cette figure met en évidence trois optiques différentes mais équivalentes d'appréhender l'activité économique. Donc ici on a dit que cette figure met en évidence trois optiques. Nous avons trois optiques qui sont l'optique des revenus, l'optique de la dépense et l'optique du produit. C'est-à-dire il y a la production, il y a la répartition des revenus et il y a la consommation qui est représentée par les dépenses. En effet, comme les entreprises versent l'équivalent de la valeur de leur production sous forme de revenus, les entreprises vont produire, par exemple ici 1000 dirhams, et qu'ils vont verser intégralement ces productions aux ménages sous forme des revenus. Les entreprises versent l'équivalent de la valeur de leur production sous forme de revenus, et comme les ménages dépensent intégralement les revenus perçus, c'est-à-dire les entreprises ne vont pas épargner, ils vont consommer, ils vont dépenser tout le revenu, c'est-à-dire l'intégralité de leur revenu pour obtenir des biens et des services. Donc les ménages dépensent intégralement les revenus perçus et l'on obtient nécessairement la même évaluation de l'activité économique que l'on mesure la valeur de la production, les revenus du facteur ou les dépenses de consommation. On a alors les égalités suivantes. Là, on a la production qui est égale au revenu égale aux dépenses de la consommation. Les dépenses de consommation. Ça, c'est dans un circuit économique très simple, c'est-à-dire nous avons ici deux agents, il y a l'absence des pouvoirs publics, il y a l'absence des banques, il n'y a pas d'épargne, il n'y a que la consommation, la production et la répartition des revenus. On va voir la mise en évidence de l'identité macroéconomique fondamentale. Donc l'égalité numéro 1, ici, c'est-à-dire la production égale les revenus égale les dépenses de consommation, est égale à la demande de consommation
égale à la demande de consommation des ménages. Donc ça, c'est la production faite par les entreprises va égaler, ça égale à la consommation faite par les ménages. Pour que le circuit économique soit plus réaliste, donc le modèle simplifié, ce n'est pas un modèle réaliste, donc c'est un modèle qui est irréaliste, qui est fictif, qui est imaginaire. Mais dans un circuit économique réaliste, donc il y a d'autres agents qui entrent en jeu. Pour que le circuit économique soit plus réaliste, il convient de prendre en considération d'autres agents et d'autres transactions. Donc, dans un circuit économique réaliste, il y a d'autres agents qui entrent en jeu et d'autres transactions qui sont faites. Ainsi, l'offre agrégée peut se définir comme Y, c'est-à-dire la production, plus M. M, ça veut dire les importations. Donc, dans un marché, on va trouver les biens et les services produits par les entreprises de cette économie, ainsi que des produits et services qui sont importés de l'extérieur de cette économie. Donc ça, c'est M majuscule. M majuscule représente les importations en provenance du reste du monde, c'est-à-dire de l'extérieur de cette économie nationale, d'un pays. De même, la demande agrégée, donc même la demande dans une économie n'est pas uniquement faite par uniquement les ménages, c'est-à-dire les consommateurs, non. Donc il y a d'autres agents qui demandent les produits et les services produits par des entreprises, à savoir les pouvoirs publics qui font ce qu'on appelle les dépenses publiques. Nous avons le reste du monde qui demande des biens et services, c'est-à-dire l'exportation, et on va voir les autres entreprises qui vont consommer, qui vont demander les produits des autres entreprises. Et on va ici parler de l'investissement. De même, la demande agrégée peut être décomposée en 4 composantes principales. Donc, nous avons la consommation finale, nous avons l'investissement des autres entreprises, et nous avons les dépenses publiques, et nous avons les exportations vers le reste du monde. Ça veut dire la demande va égaler la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses publiques, plus les exportations. Donc, les revenus les produits, les biens et les services produits par les entreprises vont être consommés, vont être demandés par les ménages dans ce qu'on appelle la fonction de consommation. Ils vont demander par d'autres entreprises, c'est-à-dire d'autres entreprises vont acheter les produits des entreprises dans ce qu'on appelle les investissements, ce qu'on appelle la fabrication du capital brut. La formulation du capital brut, c'est-à-dire les entreprises vont acheter des machines qui seront produites par d'autres entreprises. La même chose, on a aussi les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État va demander les services et les biens produits par les entreprises, et le reste va être exporté vers le reste du monde. L'identité macroéconomique fondamentale peut être mise en évidence en égalisant l'offre agrégée, c'est-à-dire les ressources, et la demande agrégée, c'est-à-dire les emplois. Les ressources, c'est-à-dire ce que produisent les entreprises, et les emplois, c'est-à-dire ces productions vont être employées dans, par exemple, la consommation, l'investissement, la consommation publique, les dépenses publiques et dans les exportations, c'est-à-dire l'emploi de ces productions. Cette égalité est une identité, c'est-à-dire une relation vraie par définition. En d'autres termes, c'est une identité comptable qui traduit une égalisation ex post des variables économiques. Elle n'est pas vraie que parce que l'investissement, il comprend en plus des acquisitions des équipements et des machines, donc il y a le poste variation de stock. Donc il faut ajouter ce qu'on appelle la variation du stock, parce que dans l'investissement, il y a ce qu'on appelle les produits qui sont stockés. Ils ne sont pas consommés par les ménages, ne sont pas consommés par les pouvoirs publics, ils ne sont pas exportés vers le reste du monde, donc ils vont rester dans l'entreprise. Le terme X moins M, c'est-à-dire les exportations moins les importations, est appelé solde des échanges extérieurs.
Donc ça représente le solde des échanges extérieurs. Et c'est la différence entre les exportations et les importations, où on va appeler ce terme comme demande extérieure nette, la demande extérieure nette. Donc ce terme-là, il peut être positif comme il peut être négatif. Donc si par exemple les exportations sont largement supérieures par rapport aux importations, donc on va parler de ce terme X de solde d'échange extérieur ou la demande extérieure nette qui est positif. On va parler dans ce cas de ce qu'on appelle le surplus extérieur. Surplus extérieur, c'est-à-dire l'exportation sont supérieures par rapport aux importations. Ou dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les importations dépassent les exportations, dans ce cas on va parler de déficit extérieur. C'est-à-dire le terme demande extérieure nette où le solde des échanges extérieurs sera négatif. Donc cette égalité numéro 2, l'égalité numéro 2, c'est-à-dire nous avons ici Y plus M est égal C plus I plus G plus X, ou encore Y est égal à la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques plus les exportations moins les importations. Donc cette égalité qui est de numéro 2 peut être réécrite de la manière suivante. Donc on peut écrire Y moins la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques égale X moins M, c'est-à-dire le solde des échanges extérieurs ou ce qu'on appelle la demande extérieure nette. Cette égalité signifie que le reste du monde va absorber le surplus de production non demandé par les agents résidents. Donc s'il y a un surplus dans les biens et les services, c'est-à-dire s'il y a des biens et services qui ne sont pas consommés au sein d'une même économie, le reste du monde va absorber ce surplus-là. Maintenant, on va détailler, on va étudier, on va traiter la notion de l'injection et la notion de fuite. Parce que dans tout circuit, il y a toujours des fuites. Parce qu'on n'a pas un circuit qui est idéal, donc il y a toujours des fuites. Et donc, pour compenser ces fuites, il faut procéder à ce qu'on appelle des injections. L'activité économique est plus complexe que le schéma qui vient d'être exposé. Donc, on a exposé un schéma qui est très simple, mais la chose est plus compliquée. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres éléments qui vont entrer en jeu. D'un côté, tous les revenus ne sont pas dépensés. Hein, donc, dans ce circuit qui est simple, donc on a supposé comme quoi tous les revenus sont dépensés, sont consommés par les ménages. Mais dans la réalité, les revenus ne sont pas tous dépensés. On achète des biens et services. Une partie des revenus va être épargnée. Hein, donc l'épargne va constituer ce qu'on appelle la fuite. Donc il y a une partie qui sera épargnée ou prélevée par l'État sous forme de ce qu'on appelle les impôts et les taxes. Donc ce sont des fuites. Les impôts et les taxes sont des fuites. Et la même chose, l'épargne constitue ce qu'on appelle les fuites. On va revenir à la définition de la variation de stock. On a évoqué au-dessus. La variation de stock désigne les biens non vendus, non utilisés au cours d'une période donnée. Donc ce sont des biens et services qui ne sont pas vendus ou ne sont pas utilisés au cours de cette période. Ce sont des biens finaux, des biens intermédiaires, des matières premières, etc. Au même titre que les machines, les stocks s'apparentent à un actif productif parce que les stocks va entrer dans ce qu'on appelle l'actif de l'entreprise parce que ça va être considéré comme étant des investissements permettant de pallier immédiatement certaines fluctuations imprévisibles, maintenir le rythme de production en cas de matière première par exemple, ou de satisfaire la demande de biens et services, satisfaire la demande de biens de consommation, c'est le cas des biens finaux. Les biens finaux vont compenser, vont satisfaire la demande de la consommation en attendant que l'entreprise produit d'autres biens et services. Maintenant, on va
On va continuer cette explication de la fuite et des injections. Une partie de ces revenus peut aussi être consacrée à l'achat des biens et services produits à l'étranger. Donc, les ménages vont employer les revenus, que ce soit dans l'achat des biens et services produits par les entreprises dans l'économie nationale. Une partie va être épargnée et la troisième partie va être employée dans l'achat à partir de l'extérieur, c'est-à-dire à partir du reste du monde, ce qu'on appelle les importations. Donc, une partie de ces revenus peut être consacrée à l'achat des biens et services produits à l'étranger et importés au pays, c'est-à-dire les importations, grand M. Ces trois variables, c'est-à-dire S, saving, c'est-à-dire l'épargne, T, les taxes et les impôts, et M, l'importation, vont constituer des retraits du flux circulaire du revenu. Donc, vont constituer ce qu'on appelle les fuites, parce qu'ils vont être retraites du flux de circuit économique. De l'autre côté, les dépenses d'investissement engagées par les entreprises, les dépenses, c'est-à-dire les investissements des entreprises, et les dépenses faites par l'État, c'est-à-dire le grand G, les dépenses publiques, ainsi que les exportations grand X, c'est-à-dire les achats des biens et services que les étrangers se font sur les biens et services produits dans notre pays, constituent des injections dans le flux circulaire des dépenses. Donc, les dépenses publiques, les investissements des entreprises et les exportations vont constituer ce qu'on appelle les injections. Donc, ce sont des injections qui se font dans le circuit économique national. Circuit économique avec injection et fuite. Donc, maintenant, on va refaire le circuit. On va développer un petit peu le circuit économique qu'on a développé tout à l'heure. Donc, dans le circuit économique simplifié, on a uniquement les ménages et les entreprises, mais cette fois-ci, on va ajouter l'épargne faite par les ménages, les impôts payés par les ménages à l'État et les importations, c'est-à-dire les ménages vont faire des achats de l'extérieur. Les entreprises vont recevoir de l'argent à partir de la consommation des ménages, mais aussi ils vont recevoir d'autres injections qui vont être représentés par ce qu'on appelle les investissements, c'est-à-dire d'autres entreprises vont acheter les produits des entreprises, les dépenses publiques, c'est-à-dire l'État va acheter, va consommer, va demander les produits des entreprises, et ce qu'on appelle les exportations, c'est-à-dire les produits qui vont être vendus dans un marché extérieur par rapport à l'économie nationale, c'est-à-dire dans le reste du monde. Ce schéma montre que les revenus des ménages se composent de 4 composantes. Les revenus du ménage vont être employés dans d'autres composantes. Nous avons la première composante, ce sont les dépenses de consommation des biens et services produites localement, c'est-à-dire produites par les entreprises de cette économie. On va donner la lettre C, le symbole C. Les dépenses des biens et services importés, c'est-à-dire grand M. Nous avons les impôts et les taxes, T. Nous avons l'épargne, S. Et il en découle donc Y égale. Donc la production dans ce cas-là va égaler, c'est-à-dire les revenus égale C plus S plus T plus M. La consommation plus l'épargne plus les taxes plus l'importation. Par ailleurs, les entreprises vendent des biens et services produits en ménage, C. Aux entreprises qui désirent investir, I. À l'État, c'est-à-dire G, et ainsi que à l'étranger. À l'étranger, c'est-à-dire X. Donc les entreprises vont vendre leurs produits aux ménages, aux autres entreprises, à l'État et à l'extérieur. Ces opérations peuvent donc se résumer ainsi. Donc on va mettre une autre égalité, une autre équation. Y ici en termes vente. Vente égale ici égale C plus I plus X plus G.
l'égalité produit égale revenu égale dépense, précédemment mise en évidence, se traduit par. Donc maintenant, on aura une autre équation, une autre égalité qui est Y revenu égale Y vente, c'est-à-dire C consommation plus S épargne plus T les taxes plus M les importations égale consommation plus l'investissement plus G les dépenses publiques plus l'exportation. En soustrayant les C, parce que nous avons ici dans les deux parties de l'équation, nous avons C. Donc on va soustraire C des deux membres de l'égalité et on aura S plus T plus M égale I plus G plus X, c'est-à-dire l'épargne plus les taxes plus l'importation faite par les ménages égale I plus G plus X, c'est-à-dire les ventes des entreprises. Ainsi, dans les fuites, les fuites du revenu, S plus T plus M, c'est-à-dire les fuites du circuit économique national, doivent être compensées par les injections autres que la consommation. Donc, ces fuites vont être compensées par les injections, ça veut dire les investissements, les dépenses publiques plus les exportations. Maintenant, on va voir le concept grandeur de la macroéconomie. Donc, on va voir les grandeurs de la macroéconomie.